Cherche. Recherche. Non. Cherche. L'important quand on rédige une annonce pour chercher un appartement, c'est d'être précis sur ce qu'on souhaite. Trouver les mots adéquats. J'ai regardé dans le dictionnaire et j'ai cherché appartement. Ils écrivent partie de maison composée de plusieurs pièces qui servent d'habitation. Partie de maison, tant qu'à faire, si je peux trouver une maison entière. J'ai donc cherché maison, et là je lis maison, bâtiment d'habitation. D'accord, le mieux c'est d'aller directement à habitation, qui signifie lieu où l'on habite. Bon, ça c'était un peu prévisible. Donc je vais à habiter, avoir sa demeure. Parfait. Alors demeure, lieu construit dans lequel on vit. Bon, ben, c'est exactement ce que je cherche, un lieu construit dans lequel je puisse vivre. Il suffit donc d'aller jeter un coup d'œil à lieu, construit et vivre pour pouvoir énoncer clairement ce que je souhaite. Lieu égale place déterminée. Construit égale bâti suivant un plan déterminé avec des matériaux divers. Déterminé revient 2 fois, ça doit donc être important. Et vivre égale disposer des moyens matériels qui permettent de subsister. Donc ce que je cherche, ce n'est pas tout à fait un appartement, c'est une place disponible. Ouais, c'est un peu décourageant. Place disponible pour un poisson. Ouais. Et puis c'est pas fini. Parce qu'une location, c'est un problème énorme à la fin du mois. Il faut payer le loyer. Loyer, c'est prix de la location d'un local d'habitation. Bon, on peut laisser tomber le local d'habitation, le propriétaire est au courant. Disons donc prix de la location. Mais le problème, c'est que location donne action de prendre à loyer. Donc action de prendre à prix de la location. Et revoilà la location. Ce qui fait que j'arrive chez mon propriétaire à la fin du mois avec un paquet de billets de banque et je lui dis « Bonjour monsieur le propriétaire, je viens vous régler le prix de l'action de prendre à prix de l'action de prendre à prix de l'action de prendre à prix. » Forcément, le propriétaire appelle le SAMU. Je me retrouve à l'hôpital psychiatrique, enfermé dans une chambre sordide, en compagnie d'un type bizarre qui s'appelle, je crois, Robert, qui parle sans arrêt du lac de Constance et d'un copain à lui, du signe du taureau, avec lequel il a fait du bateau à voile et qu'il a poussé ou qu'il poussera volontairement à la mer parce que c'est l'amant de sa maîtresse. Excusez-moi, je pourrais pas avoir une chambre tout seul? Ça vous amuse? Oui, je comprends ça. Pour vous, appartement, ça dit bien ce que ça veut dire. Un appartement, pour vous, c'est un appartement. Et voilà. Mais pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. C'est que j'ai un problème avec les mots. Avec tous les mots, hein, pas seulement avec appartement, tous. Chaque mot, pour moi, est une souffrance, une montagne de sens à escalader. À la fin de chaque phrase, je suis sur les genoux. Les mots me font mal. Sans jeu de mots. Les mots, je ne peux pas m'empêcher de les tordre, de les soupeser, de les disséquer, de les palper, de les triturer, les déformer, les aligner, les retourner, les forger. Faut le faire, forger. Tiens, c'est une espèce de maladie, a dit le docteur. Maladie a dit, voyez? Et ça me travaille depuis tout petit. Je crois que tout a commencé le jour de mes 8 ans. Je suis allé pour la première fois chez le dentiste, j'avais une carie. On m'avait dit pour me rassurer, tu verras, le dentiste a une très jolie fraise. Cette jolie fraise me mettait l'eau à la bouche. Je suis entré dans une grande pièce au mur tout blanc. Le dentiste avait une belle blouse blanche. Il m'a fait asseoir sur un fauteuil penché sous une lumière qui brillait comme un soleil. J'ai entendu un petit bruit de moteur rigolo et le dentiste m'a dit « N'aie pas peur, c'est la fraise !» Ah, enfin j'allais percer le mystère de cette fraise. En fait, percer, quand j'ai senti le goût de la fraise, j'ai fait un bond. Et j'ai réalisé violemment qu'un même mot pouvait avoir plusieurs sens. Au moins 2, en tout cas. Ça m'a perturbé gravement. J'ai commencé à chercher derrière chaque mot un deuxième sens caché sous le premier. Le mot parent, par exemple. Qu'y a-t-il derrière le mot parent? J'ai 2 parents. Ça fait 1 par semestre. Et puis c'est allé en emparant, en empirant.
Dès l'âge de 13 ans, j'étais devenu incapable d'entendre un mot pour ce qu'il est. Et seulement pour ce qu'il est, je ne pouvais pas m'empêcher de jouer sur les mots. Il fallait que je les torde, que je les soupèse, que je les dissèque, que je les... Ah oui, je l'ai déjà dit. Non, je suis définitivement malade des mots. À 18 ans, j'ai raté mon permis à cause de ça. L'examinateur me dit « Vous croisez une voie à double sens, que faites-vous » Ben, j'ai répondu, si c'est une voie caverneuse, j'allume les phares. La voie de la raison, je freine. Une voie chevrotante, je laisse passer le troupeau. Mais qu'est-ce que vous racontez? Attention, vous allez écraser un piéton. Ah ben, je n'y peux rien, hein. Ce sont les mots qui sont à double sens. J'ai les mots dans le sang, monsieur, les mots ragiles, les mots globines, ça embouteille, ça bouchonne, ça double dans tous les sens, en haut des côtes, en bas des reins, en plein visage. Je dérape, je déraille, je frôle le drame 1000 fois par jour, inévitablement, je froisse un peu les tôles. Calmez-vous, jeune homme. Prenez la rue Bossuet sur la gauche. Tournez à gauche. J'ai toujours un volant de mots à portée de la main. Le mot, par exemple. En ce moment, je vous dis mot, mais j'entends mot. Mot de tête, mot de cœur. J'ai dit, saviez-vous, monsieur, que Bossuet était évêque de Meaux? Vous venez de passer à l'orange, c'est interdit. Et votre ceinture? Ceinture, orange, troisième dan, judo, judo orange, judo dan, attention dos dan. Bon, rien de bien méchant, me direz-vous, non, bien sûr. Un bon mot, ça fait sourire et puis on passe à autre chose. Les gens comme vous, les gens normaux passeraient à autre chose, à d'autres mots normaux. Mais moi j'insiste, hein, je m'acharne. Normaux, hors mots, mots en or. Dans ma tête, c'est le carambolage. Hein. Les têtes à queue, ça n'a ni queue ni tête. Un désordre de mots dans le décor, des mots difformes, le corps encastré dans d'énormes ormeaux. Quelle idée aussi de planter des ormeaux au bord des routes à grande circulation, c'est dangereux. Et pas des ormeaux normaux, des énormes ormeaux. Si vous parliez un peu moins, vous avez oublié vos veilleuses. Me mettre en veilleuse. Je ne demande que ça. Mais les mots filent. Les mots filent, oui. Résultat, mes mots ne coagulent plus. Un énorme ormeau. Mais ce n'est pas normal. Les ormeaux normaux sont petits, puisque l'ormeau est un petit orme. Ah, voilà, la réaction enchaîne. Un petit orme, un petit homme, un petit dôme. Ben oui, monsieur, un orme peut bien appeler son petit dôme. Ou tom. Ou dom-tom. Les ormes ont des marmots comme tout le monde, leur rejeton. Ou leur roger. Oui, Roger, on peut les appeler Roger. Oui, oui, appelez-les Roger, les marmots d'ormes. Ah, bravo. Les marmots d'ormes. Ah, ben ça vient tout seul, hein, comme ça, sans prévenir. Je ne contrôle pas. Ouais, les marmots d'ormes à point fermé. À Noël, mes marmots, je leur offre des jeux. Des jeux de mots. Je glisse un petit mot dans leurs souliers sur un papier cadeau un peu plié. Enfin, un peu plié, non. Un sapin de Noël. Cette année, le plus petit a eu Mamandibule. Oh, il n'a qu'un an et demi. L'aîné a eu l'hiver, je fais une fixation sur le ski. Il a éclaté de rire. Il est gentil. Bon, il m'a expliqué après coup que son meilleur copain à l'école avait eu pour Noël tout l'attirail du parfait skieur, chaussures, bâtons, ski, etc. Et que lui, avec son bout de papier cadeau, il avait un peu honte. Oui. C'est pas facile d'expliquer à un enfant de 12 ans que 4 mots griffonnés sur un papier, ça n'a pas de prix, ça véhicule du sens. C'est un cadeau autrement plus précieux qu'une panoplie de skieurs à la gomme. Les marmots d'ormes à point fermé. Mais moi, une question me tararbuste. Les ormes, dorment-ils? Et si oui, combien d'ormes dorment? Voilà ce que je voudrais dormir. Au pied d'un arbre, d'un orme, d'un énorme orme hors norme. Ne plus me battre avec cette marmaille de mots qui braillent. Braille. À l'aveuglette. Et si les marmots dorment, que font les marmottes? L'été, elles barbotent, à la grande motte, et l'hiver, elles hibernent comme les ziblines.
Dans les Yvelines, oui, oui, oui. En hiver, derrière chaque motte, une marmotte d'or emmitouflée dans une fourrure de blaireau. Je voudrais dormir, dormir. Chaque soir, j'endors mes marmots avec des mots. J'ai inventé l'histoire d'un homard dans les Côtes d'Armor qui a un moutard retors. Il ne veut pas manger son potage. Le papa homard lui raconte des tas d'histoires pour lui faire avaler sa soupe sans qu'il s'en aperçoive. Mes enfants n'ont jamais entendu la chute. Ils s'endorment avant. C'est pourtant la chute que je préfère. À la fin, le papa homard lui montre l'assiette vide et l'asticote. Bisque, bisque, rage. Bisque de homard, rage. Mais mes enfants dorment comme des loirs. Remarquez, c'est logique, hein. Question sommeil, aucun homme n'est au-dessus des Loirs. Même à Orléans, où nul n'est censé ignorer la Loire. Alors la Loire dort dans son lit, le vin dort dans sa lit, et le Pan dans sa boîte. La boîte dans laquelle Pandore a enfermé tous les maux de l'humanité. Alors dans son sommeil, le Pan trempe ses plumes dans la boîte de Pandore et se met à écrire au sien. « Ma chère Pan, prends bien soin de notre petit panneau. » Le panneau, le petit du Pan. Vous n'avez pas vu le panneau? Ah, pardon. Alors vous me le donnez, mon permis? Ah, eh bien, monsieur, puisque vous aimez les jeux de mots, que dites-vous de celui-là? Vous êtes recalé, poilonné. Ah, et je serai reconvoqué? Ah, non, recalé définitivement, poil aux dents. Ça l'a fait rire. Oui, je comprends ça, c'est partout pareil. L'autre jour, je vais chercher un morceau de viande chez mon boucher. Il me dit « Du flancher ou du paleron ?» Ben, j'ai pas pu résister. J'aimerais bien flancher, mais j'ai pas le rond. Alors il a servi les autres clients en me regardant d'un sale œil. Ah, mais je me brouille avec la terre entière. Faudrait qu'on m'arrête. C'est difficile. Ah, les gens me connaissent, hein. Quand ils s'adressent à moi, ils prennent des précautions. Ils essaient d'employer les mots les plus simples possibles. Bonjour? Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Comme ça va. Mais si quelqu'un a le malheur de me dire en forme, eh ben je peux pas m'empêcher de répondre en forme de quoi? En forme d'orme, en formidable, dable de jardin, dindon, don d'organes, gagne-pain, pintade, etc. C'est une maladie. J'aimerais bien guérir, j'ai tout essayé. À un moment, j'avais décidé de ne plus parler qu'en morse. Un point, un trait. J'ai même écrit des poèmes en morse. Le choix des rimes était limité, mais au moins ils étaient riches. Trait, trait, point, point, trait, point, trait, trait, point, point. J'ai intitulé ce poème « Cuisson d'un beefsteak ». J'en sortais pas. Alors je me suis dit, c'est la langue française qui veut ça, donc je ne vais plus parler qu'en anglais. J'ai pris des cours. « My Taylor is rich », m'a dit mon professeur. J'ai répondu « Liz Taylor, tout ». Et voilà, même en anglais, je faisais des jeux de mots. « God Miché save the drag queen ». J'ai arrêté l'anglais. Je ne me sépare jamais de mon dictionnaire. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai besoin, ça me rassure. Tous les mots sont là, dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre. Encore faut-il en être sûr. Qui a vérifié si les mots du dictionnaire étaient bien rangés dans l'ordre alphabétique? Alors mon ami Jean-Philippe me dit, mais, évidemment que les mots sont dans l'ordre alphabétique, mais enfin, c'est le b.a.-ba du dictionnaire. Oui, ben justement, b.a.-ba, déjà, c'est pas dans l'ordre. Et paf! T'as vérifié? Non. Alors tu fais comme les autres, confiance, sans vérifier. Confiance, c'est-à-dire acte de foi, candeur, crédulité, naïveté. Alors tu cherches le mot fenêtre et tu vas en toute confiance à la lettre F. Et puis F-E, F-E-N, etc. Bien sûr que tu vas tomber sur fenêtre, entre fenêtrage et fenêtré. Ben, les responsables du dictionnaire ne sont pas fous. Un mot aussi courant, ils l'ont mis à la bonne place. Ben, sinon, imaginez un désespéré qui veut mettre fin à ses jours en sautant par la fenêtre et qui ne sait pas ce que c'est qu'une fenêtre. Eh ben, il se précipite sur le dictionnaire pour chercher le mot. Alors, il tombe sur fenêtrage, ensemble des fenêtres d'une maison, et tout de suite après sur fenêtrer, pourvoir de fenêtres en les perçant.
Ben, il sent bien qu'il y a un problème, il cherche un peu autour, fenaison, fenouil, va tout de même pas attendre la fenaison pour se suicider au fenouil. Donc les auteurs du dictionnaire ont rangé le mot fenêtre à sa place. Mais tournevis, qui va chercher le mot tournevis dans le dictionnaire? L'humanité se partage en deux catégories, les bricoleurs et les gens normaux. Bon, il ne viendrait pas à l'idée d'un bricoleur d'aller chercher le mot tournevis dans le dictionnaire. Le bricoleur est né avec les neurones en forme de tournevis. Quant aux gens normaux, non seulement ils n'ont jamais utilisé et n'utiliseront jamais de tournevis, mais encore ils n'ont jamais utilisé et n'utiliseront jamais le mot tournevis. Ils n'ont donc aucune raison de vouloir s'enquérir de la signification, ni même de l'orthographe de ce mot. Alors qui sait, Jean-Philippe, si pour gagner quelques minutes de travail, on n'a pas mis tournevis n'importe où? Peut-être entre Philharmonique et Philippines, à la place de Philhellène, partisan de l'indépendance grecque. Mais parce que tout le monde se contrefout de l'indépendance grecque. D'ailleurs, filet corse ne figure pas dans le dictionnaire. Eh bien, c'est peut-être pas un hasard. Ça n'est sûrement pas un hasard. Et tu t'en fous, toi, Jean-Philippe. Eh bien, moi, je l'ai rajouté, au crayon, filet corse, partisan de l'indépendance corse, bien à sa place entre philatéliste et philharmonie, page 1659, juste un peu après Payotte et juste un peu avant Préfet. Par souci de justice, la Grèce est indépendante depuis 1830, c'est un peu facile de nos jours d'être partisan de l'indépendance grecque. Alors les Philhellènes, ne comptez pas sur moi pour protester si on vous vire pour mettre tournevis à votre place. Un tournevis est sûrement 1000 fois plus utile à l'humanité qu'un petit noyau d'intégristes défendant l'indépendance des Grecs. Et pas n'importe lesquels en plus, ceux qui se font appeler Hélène. C'est tout dire. De toute façon, c'est pas la peine de s'énerver, j'ai vérifié, tournevis est bien à sa place, entre tourneur et tournicoté, les Grecs peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Oui, eh ben j'en ai quand même profité pour contrôler tout le dictionnaire. J'ai pris les 60 000 mots un par un et j'ai regardé s'ils étaient à la bonne place en comparant avec le mot précédent et le mot suivant. Eh bien, figure-toi, Jean-Philippe, que tous les mots sont à leur place. Et paf! Quand j'ai annoncé la bonne nouvelle à ma femme, elle a eu un petit sourire triste. Elle me connaît. Elle m'a dit, tu n'as pas l'air content. Quelque chose te contrarie? J'ai dit, les mots sont à leur place, d'accord. Mais est-ce que l'orthographe de certains mots n'aurait pas été trafiquée pour pouvoir placer les mots un peu plus facilement, n'importe où? Elle est partie en claquant la porte. Et je suis resté seul avec mon dictionnaire. Ma vie est là-dedans. Tous les mots que je prononce, tous les mots de ma vie jusqu'à la fin, sont là. Le mot fin, par exemple, mais je ne l'ai pas inventé. Je me suis contenté d'aller le pêcher, page 924. Je ne sais pas pourquoi on le flanque partout, ce petit mot de 3 lettres. Ben, impossible de lire un roman, de voir un film sans qu'on vous le colle. Et à la fin, en plus, on nous prend pour des imbéciles ou quoi? Ben, le lecteur a bien vu qu'il arrivait à la dernière page du livre. Au cinéma, c'est pareil, hein, si les lumières se rallument, c'est sans doute parce que le film est fini. Alors, bien sûr, le touriste coréen en visite chez nous, il a une autre culture, d'autres habitudes. Oui, peut-être qu'il regarde les films en pleine lumière. Peut-être que tous les livres coréens continuent après la fin du roman, avec des extraits des discours de Kim Il-sung ou les heures des marées. C'est une presqu'île, la Corée. C'est important, les heures des marées, pour les Coréens. 10h04, marée haute, 16h23, marée basse. Et le mot début. Mais peut-être qu'en Corée, tous les livres et tous les films commencent par le mot début. Mais le mot début non plus, je ne l'ai pas inventé, il est à la page 543. Allez-y, vous verrez. Page 543, début égale commencement. Petit retour en arrière de 130 pages, commencement qui vient d'abord. Un léger détour, page 6, d'abord, dès le premier contact. Un vol long courrier jusqu'à premier. Oui, il faut prendre l'avion, on survole la mer, page 1387. Et on atterrit à premier, qui vient en tête. Un saut de plus de 600 pages. Zut. Pardon, je me suis trompé. De 500 pages, en tête, place de ce qui est au début. Résumons. Début,
place de ce qui est au début. Voilà, ben, au moins c'est clair et précis, tout le monde sait de quoi on parle. Mais revenons à nos mammifères ruminants à toison laineuse et frisée domestiqués pour fournir de la laine, de la viande et du lait. Je disais que le mot fin figure à la page 924. Alors bien sûr, on va me dire, la page 924, c'est comme si on était déjà allé. On va faire le même circuit que pour le mot début. En plus, on risque de passer au-dessus du mot frontière avec passeport, douane et fouilles corporelles, sans compter le mot mer et les recommandations habituelles, masque à oxygène, gilet de sauvetage sous le siège, tirer la languette, etc. Le tout pour aboutir à cette très belle définition du mot fin, place de ce qui est à la fin. C'est archi faux, je l'ai fait le voyage. À fin, on trouve point d'arrêt. On va donc à arrêt, page 124, puis extrême, page 874, et on revient page 604 à dernier, place de ce qui est à la fin. Sans passer aucune frontière. Ni survolé, ni de près, ni de loin, le mot mer, qui, je le rappelle, est perdu à la page 1387. Le tout est de ne pas se tromper de fin. Ah ben, si vous prenez fin au sens de très petit, alors là, petit, vous allez être embarqué pour petit, page 1650, et vous aurez effectivement à survoler la mer, et vous aurez en prime mercredi, merde, merdé, merdeux, merdier, merdique et merci. De toute façon, quand je disais jusqu'à la fin, je voulais dire fin au sens de cessation de la vie humaine. Car il y aura une fin. Et après cette fin-là, on ne prononcera plus aucun mot. Alors, puisque tous les mots de ma vie passée et future sont dans ce dictionnaire, ceux que je ne prononcerai jamais, ils sont là aussi. Eh oui, mais ils sont indétectables. Pour la simple et bonne raison que si je vous dis par exemple que je ne prononcerai jamais le mot huître, eh bien par le fait même, je le prononce. Huître. Et 2 fois même. Et pourtant, il doit bien y avoir là-dedans des mots que je n'utiliserai jamais. J'ai même essayé de prendre un mot très compliqué, dont je ne connaissais pas le sens, le mot posthypophyse. Bon, hypophyse, tout le monde connaît, hein, c'est l'organe neuroglandulaire ellipsoïde situé à la base du crâne et rattaché au cerveau par la tige pituitaire. Mais posthypophyse, eh bien, si je n'avais pas fait attention, j'aurais très bien pu ne jamais prononcer posthypophyse. Et pourtant, la posthypophyse, c'est le lobe postérieur de l'hypophyse, de structure nerveuse qui sécrète 2 hormones d'origine hypothalamique, l'ocytocine et la vasopressine. Ah, mais ça n'a l'air de rien. Mais l'ocytocine provoque la contraction de l'utérus lors de l'accouchement et la lactation. Donc, sans posthypophyse, pas d'ocytocine, pas de contraction, et je ne serai jamais sorti du ventre de ma mère. Paix à ses cendres. Oui, c'est idiot de dire paix à ses cendres, puisqu'elle n'a pas du tout été incinérée. C'était interdit par sa religion. Enfin, elle ne s'est pas non plus éteinte dans un incendie. Encore que éteinte serait un mot mal choisi, en l'occurrence. Vous imaginez un automobiliste s'immole par le feu, en voiture s'immole, et s'éteint quelques secondes avant que les pompiers ne l'éteignent. Pour peu qu'on l'incinère après, en voilà un qui est brûlé au 3e degré. Alors là, oui, foutez la paix à ses cendres. Mais une mère éteinte en chair et en os, comment faut-il dire? Paix à sa chair décomposée, paix à ses os, paix à ses vers. Et qui dit paix, dit guerre. Mais quelle guerre? Sa guerre, c'était avant. Paix à sa vie, on aurait pu dire. Elle n'a pas arrêté de se battre. Elle a passé sa vie à attendre. À commencer par attendre des enfants. Il y a même une fois, elle a attendu pour rien. Juste le temps de lui donner un prénom et... Put. Attendre son homme. 60 ans de fidélité à une absence. Et quand il a été bien là, avec du temps, des projets, de la vie, quoi. Put. Put, c'est dans le dictionnaire, page 1655. Attendre les invités en espérant que le repas qu'elle a préparé sera à la hauteur. Attendre le courrier, attendre la fin de l'hiver, attendre la fin de la guerre, attendre la fin du mois, attendre la fin du procès. Le jour, la nuit, elle attendait. Si j'osais, je dirais qu'elle dormait dans l'attente.
Oh, elle attendait la fin, quoi. Seule dans un lit où les 2 places étaient gravées dans le matelas, jusque dans le sommier, roulée en boule comme un vieux hérisson. Page 1084. Hérisson. Elle a mis 86 ans à venir, la fin de maman. Et le plus étonnant, c'est qu'elle n'a jamais prononcé le mot « attendre ». Ce qui prouve bien au passage qu'on ne passe pas son temps à égrener tous les mots du dictionnaire. Il faut bien admettre qu'on en laisse de côté. Je ne parle même pas de ces neurones, évanouis dans la nature, partis avec la caisse. Enfin, avant la caisse. C'est drôle. Elle croyait au bon Dieu dur comme fer, forgé. Eh bien, les dernières années, on l'a promenée dans une église, mais ça ne voulait strictement plus rien dire. Elle avait le même sourire que quand on l'emmenait au jardin zoologique. Ah, une girafe! Plus de 4000 heures passées dans les églises, à prier, se confesser, s'agenouiller, se signer, baisser la tête, chanter, psalmodier. Flectamus genua. Page rose. 4000 heures parties en fumée avec ses neurones. Et pourtant, ma mère adorait les mots. Elle se nourrissait de mots, matin, midi et soir, il y en avait partout. Ça s'engouffrait par toutes les ouvertures, portes, boîtes aux lettres, radio, télé, téléphone. Ma mère lisait consciencieusement Le Monde tous les jours pour se tenir au courant. Le premier numéro est sorti en décembre 1944, j'ai compté, ça fait 2 milliards, 240 316 600 mots qui se sont gravés un par un sur sa rétine. Alors quand on passe 9 mois dans le ventre de sa mère et qu'on se nourrit au liquide amniotique, même si à l'époque elle n'avait ingurgité que 212 millions de mots, j'ai dû en avaler des mots du monde. Mais pas un mot de sport. Elle ne lisait jamais la page sport. Comment voulez-vous après ça faire 300 mètres à vélo sans cracher ses poumons? Non, maintenant c'est trop tard, sa guerre est finie. Elle est auprès du Seigneur? Ah, mais je ne demande pas mieux. Mais dans quel état? Elle a retrouvé ses neurones. Ah, mais c'est formidable, ça. Alors, ils ont disparu un jour, comme ça, sans prévenir, mais ils ont fait très attention de bien rester groupés, pour ne pas en perdre en route. Et quand ma mère est arrivée au paradis, tous ces neurones ont réintégré le domicile cérébral. C'est possible. Le plus terrible, c'est que mes amis ne voient pas que je suis malade. Un jour, un ami voulait faire un petit discours à la fin du repas de mariage de sa sœur. Elle épousait un pilote d'Air France. Alors il vient me voir, il me dit « Ah Vincent, toi qui manies bien les mots, tu pourrais pas m'écrire un petit discours de circonstance avec 1 ou 2 bons jeux de mots ?» Ben, j'ai essayé tout seul, j'y arrive pas. Je me suis dit en moi-même « Quelle chance tu as. 1 ou 2 seulement, ça va être difficile. » Je vais essayer de me freiner. Le lendemain, il est venu chercher son discours. Je lui ai lu le texte. Plus je lisais, plus il éclatait de rire. Et plus il éclatait de rire, plus je me décomposais. C'était un type de peu d'envergure qui se donnait des airs de gros porteur. Un jeune beau. Il avait raté Sup Aéro et s'était rabattu sur Su Apéro, une école de piliers de bar. Elle s'appelait Élise. Oui, sa sœur, la mariée, s'appelait Alice. C'était trop facile. Elle n'aurait pas pu s'appeler Ursula. J'aurais dit à mon ami, ah écoute, je suis désolé, il n'y a pas de jeu de mots avec Ursula, j'y arriverai pas. Ah oui, Élise, mais c'est génial, continue. Elle s'appelait Élise. Elle était un peu pâle. Le genre de femme qui a perdu son fuselage depuis belle lurette. Ah, mais Vincent, mais comment tu fais? Si je savais sur quel bouton appuyer pour que ça s'arrête. Accoudée aux zingues, elle sirotait un jet. Elle lui fit coucou. Dès le premier regard, il rêva de la voir dans le plus simple appareil, mais il craignait sa réaction. Ah, merci Vincent, alors ça, mais ils vont être pliés en 2.
J'ai pas fini. Elle avait des problèmes de transit. Elle marchait au radar. Il lui acheta une paire d'escadrilles. Il lui dit qu'il voulait la prendre sous son aile. Il lui colla au train. Ils atterrirent chez elle. Il la prit d'assaut. Pris d'assaut... non, là, je vois pas. Ah, Dassault, Serge Dassault, l'aéronautique Dassault. Mais que je suis con. Oui, t'es con. Tandis qu'il faisait du rase-motte, elle maniait son manche à balai avec dextérité. Mettant les gaz, ils sortirent le grand jeu des loopings et des vrilles en série. Ils planaient, se cabraient, bref, ils s'envoyèrent en l'air. Et la chute, il fallait en finir, sinon mon ami rentrait aux urgences. Quelques jours plus tard, ils se mirent en pénage. Cela ne dura pas, elle ne voulait pas s'attacher. Elle reprit ses balises et décolla vite fait. Elle lui écrivit un long courrier qui commençait par cet aveu « Tu fus mon escale à tort ». Il lui répondit ces quelques mots sibyllins « Le bonheur, nous l'avions ». Il m'a remercié comme si j'avais remis le manuscrit de la Bible. Alors il est parti, son papier sous le bras, heureux comme un pape. Au moment où il rentrait dans l'ascenseur, je lui ai crié « Au fait, Jean-Philippe, si dans 10 ans ta sœur divorce et qu'elle épouse un agent EDF, à la fin du repas, tu pourras essayer quelque chose du style dès le premier contact, le courant passa, elle en fut toute électrisée. Il avait une fiche mâle, une paire de douilles, elle se sentit prise. Il lui trouva un petit côté ampoule de luxe, du coup il fit l'amant, il tombait pile, elle était très alcaline. J'ai foncé sur le balcon pendant qu'il montait dans sa voiture, j'ai hurlé « Jean-Philippe, si ta sœur prend un amant menuisier, essaye ça !» Elle s'est pris d'un madrier en panne de toiture qui la trouva tout à fait charpente. Le madrier, très jaloux, l'enferma au grenier, ce qui est un comble. Elle passait son temps à dénoyauter les solives. Attends, j'ai pas fini. Elle se faisait chier à longueur de journée. Recevait des coups de latte en permanence. Au pied du mur, elle finit par porter plainte. Le parquet s'intéressa à son cas. Il ne m'a plus jamais fait signe. Enfin, signe. Pas l'oiseau. Parfois, je me dis, mais ne pense plus, regarde autour de toi, la nature. Ce n'est pas le mot arbre qui compte, c'est l'arbre. C'est simple, un arbre. Allez, aujourd'hui, la météo est formelle, soleil et ciel bleu, une belle journée s'annonce. Du concret, des choses simples. Petite promenade au parc avec les enfants, manège et glace. Je rentre dans la salle de bain, me laver les dents, la brosse à dents, le dentifrice, un mot, un objet, c'est rassurant. J'ouvre le robinet, je laisse couler un mince filet d'eau, ça fait comme une petite musique. Je lève les yeux, en face de moi, mon reflet se lave les dents, tout est en ordre. Et soudain, le coup de poignard dans le dos. 3 mots assassins. Ma glace réfléchit. Mon reflet est effaré. Bon, j'en déduis que je dois l'être aussi, du moins si ma glace réfléchit correctement. Je tente une diversion, doucement je fléchis les jambes. Mon reflet fléchit quasi instantanément. Bon, c'est normal, la glace travaille à la vitesse de la lumière, on peut difficilement faire mieux. Je me redresse, mon reflet se redresse. Je fais un deuxième essai, je réfléchis, mon reflet aussi. Je me dis, ce n'est pas le fruit du hasard, tout ceci est mûrement réfléchi. Et puis, une question me tararbuste et me glace. Que fait la glace quand il n'y a personne dans la pièce? Est-ce qu'elle continue à réfléchir? Ou bien est-ce qu'elle ne réfléchit que quand je suis là, pour m'emmerder? Bon, tant qu'il n'y a personne dans la salle de bain, je suppose que la glace renvoie l'image de la porte fermée. Ah oui, mais c'est trop facile, ça. Ben, on ne peut pas appeler ça de la réflexion. Il ne se passe rien. Rien ne bouge. Ben, c'est de la répétition, de la photocopie.
Et quoi de plus simple qu'une porte fermée? D'autant qu'il n'y a personne dans la pièce pour vérifier si le reflet est bien identique au modèle. Donc la glace peut bien faire ce qu'elle veut. Si ça se trouve dans le reflet de la porte, il n'y a même pas la poignée. Je sors précipitamment de la salle de bain avec la ferme intention de revenir percer le mystère. Je prétexte un mal de tête, ma femme et les enfants partent seuls en promenade. Pourquoi papa, il vient pas avec nous? Non, papa, il a du travail. 2 heures plus tard, je m'arrête devant la porte de la salle de bain. Les choses sont bien faites, il se trouve que dans la porte, il y a un petit trou juste en dessous de la poignée. Un drôle de petit trou en forme de clé. Discrètement, je jette un œil. Comme prévu, je constate que la glace réfléchit bien la porte fermée et que cette fois-là, dans le reflet, il y a bien la poignée. Je réitère l'observation 3 ou 4 fois dans l'après-midi. La poignée est toujours là. À 16h17, je remarque, dans le reflet du petit trou en dessous de la poignée, le reflet de mon œil. La glace m'a repéré. Non, c'est trop facile. Elle sait que je l'espionne, elle prend bien soin de réfléchir la poignée. Pour résoudre ce problème, je décide de revenir la nuit. À 4 heures du matin, je glisse doucement hors du lit pour ne pas réveiller ma femme. Chérie, dors tranquillement, je travaille. Et je vais coller mon œil au petit trou sous la poignée de la porte de la salle de bain. Tout est noir. Donc la nuit, la glace ne réfléchit pas, elle dort. Je décide de la surprendre en plein sommeil. J'ouvre la porte le plus discrètement possible et j'appuie un grand coup sur l'interrupteur. Incroyable. J'aperçois mon reflet dans la glace, éberlué lui aussi. C'est un sans faute pour la glace, elle me nargue. Il est 5 heures du matin, ma femme fait irruption dans la glace, elle me tend mes 2 cachets de Valium, un pour moi, un pour mon reflet. Je retourne me coucher, mon reflet aussi. Le lendemain, je fais une nouvelle tentative, je sors prendre l'air, ne plus penser, respirer, vider sa tête, remplir ses poumons. Ça doit pourtant être possible de rester au premier sens des choses. La rue, des cafés, des voitures, des cabines téléphoniques, le soleil, la boulangerie, au Cézanne. Bon, on est à Aix-en-Provence, tout est normal. Une boulangerie d'Aix-en-Provence qui s'appelle Au Cézanne, c'est dans l'ordre des choses. Une petite pancarte, fermée. Cézanne, fermée. Cézanne, fermée. Bon, tant pis, pas de pain. Pas de pain, Cézanne. Cézanne, pas de pain. Ouh là là. Je serre les poings, je continue. Les terrasses des cafés sont bondées, les filles sont belles. Voilà, c'est ça, il faut que je pense aux belles filles, pas à Cézanne. Je m'assieds à une terrasse, la patronne arrive, elle a de jolies jambes. Comment peut-elle s'appeler? Oh, elle doit s'appeler Jeanne, puisque le bar s'appelle Chez Jeanne. C'en est trop. J'explose, je hurle. Cézanne, ouvre-toi! Cézanne, pain, pain au Cézanne, Cézanne, battez, voilà! Bon, alors j'ai crié trop fort, les gens à la terrasse sont debout, il y en a un qui hurle « Va te coucher, vieux fou !» C'est ce que je fais, je cours m'enfermer à double tour chez moi. Les mots me rendent malade. Et pourtant, je les aime quand même. C'est ma drogue, je ne veux pas les perdre. Un jour, j'ai cru que j'avais perdu un mot. J'avais été invité à un enterrement. Enfin, disons que ce sont les parents d'un ami qui m'avaient invité à l'enterrement de leur fils. Mon ami, André. Dieu l'avait rappelé à lui pour une période d'essai. J'avais reçu un carton, Madame et Monsieur ont la douleur, qui sera enterré dans l'intimité après la cérémonie, un apéritif, etc. Enfin, un carton tout simple avec un bord noir autour, un carton qui ne m'a pas emballé du tout. André ne m'avait jamais invité dans sa famille. Sa femme était là. Elle avait une superbe robe noire avec du tulle noir à mailles serrées. Mailles à partir. Tulle. Tulle. Enfin bref, je me rappelle très bien cet enterrement. J'étais catastrophé, j'avais perdu un mot. J'étais effondré parce qu'inévitablement, à la fin de la cérémonie, il faudrait affronter les parents d'André, leur serrer la main, dire quelque chose. On ne peut pas rester en silence dans ces moments-là.
Je savais très bien qu'il y avait un mot prévu pour cette circonstance. J'avais circonstance sur le bout de la langue. Je vous présente mes circonstances. Je repensais à tous les enterrements que j'avais suivis pour essayer de retrouver ce qu'on dit à la famille à la fin. Heureusement, j'avais du temps devant moi, il y avait des discours à n'en plus finir. Chacun disait quelques mots sur le futur enterré, ses frères, ses sœurs, ses amis. Tout le monde ressortait des petites anecdotes un peu émouvantes, comme dans les repas de mariage, mais sans les jeux de mots, évidemment. Une façon de l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Attention, on l'accompagne, on n'entre pas. On le porte en terre, comme une jeune mariée que l'époux porte pour franchir le seuil de la maison conjugale. Enfin, maison, bâtiment d'habitation, disons, un pied-à-terre, avec un jardin sur le toit. Lui qui ne faisait jamais de concessions. Oui, je sais, c'est pas le lieu, mais c'est plus fort que moi. Il s'est éteint. Il s'est éteint les cheveux une semaine avant. En noir. Un clin d'œil. Un œil qui était pourtant peu enclin à porter le deuil, toujours pétillant. Je vous présente mes pétillances. Je n'osais pas demander aux personnes autour de moi. Pour André, ils ont choisi du sapin. Un arbre à feuilles persistantes. Emballage longue conservation. André a été victime d'une absence persistante. Enterré à des fins sanitaires. Enterré à des fins. Des fins de non-recevoir. De non se revoir. Croyez en ma sincère persistance. Ah non, c'est pas possible. Ça y est, le défilé commence. Recevez mes sincères manigances. Non. Recevez mes ambulances. Luxuriance, non. Évidence. 3 mètres. 2 mètres. Abondance, consistance. Toutes mes indécences. Mes pleins d'essence. Je vous présente mes pleins d'essence, madame. Non, non, c'est pas ça. 1 mètre. J'en avais les larmes aux yeux. Madame, désolé, je ne sais plus. Ne dites rien, Vincent, c'est vous qui avez raison. Les mots sont inutiles. Merci. C'est à l'enterrement de ma mère à moi que le mot m'est revenu. Un ami qui s'est approché, qui m'a dit « Mes condoléances ». J'ai crié « Voilà, c'est le mot que je cherchais !» Ça a créé un petit malaise. Mais après, j'étais tellement content d'avoir retrouvé le mot, je disais à chacune des personnes qui venaient me serrer la main « Le mot juste, c'est condoléances, c'est ça le mot juste ». Ben oui, Vincent, j'allais te le dire. Ah oui, mais je l'ai dit le premier. Hein. Ah, François, tu es là. Le bon mot, c'est condoléances. C'est ça le bon mot. Mes amis, le mot juste, c'est condoléances. Ils me regardaient tous avec un petit sourire triste. Ils se disaient, le pauvre, il a pris un sacré coup. Il est dans un sale état. Mais non, chez moi, c'est permanent. Une fois, je suis resté 3 semaines enfermé dans mon bureau à cause d'une expression que j'avais entendue la veille au théâtre. C'était « ciel, mon mari ». Alors, je suis revenu avec ces 3 mots-là. Ciel, mon mari, ça ne m'a plus lâché. 3 semaines à déchiqueter la ciel, mon mari. J'ai commencé par recenser toutes les contrepétries de ciel, mon mari. Ça m'a pris 2 jours. Il y en a 117. Il y a ce cri poussé par une indienne surprise dans les bras de son amant quand son mari rentre à l'improviste. Miel, mon sari! Ou celui de cette femme qui sort de chez elle, qui s'arrête dans la rue en se demandant si elle n'a pas oublié quelque chose. Mon portable, non, je l'ai, tout va bien. Et puis soudain... Ah si, mon rimel! Ah si, mon rimel! Ou bien celui de l'apiculteur qui n'a pas pu écouler sa marchandise. Mon miel, rassis! Mon miel, rassis!
Il y a aussi Ii mon Marcel, Merci mon Ali, Lies mon Irma, Mon Riz Mélissa, Ciel mi Marron, Salon mi Mairie. Ah oui, ça c'est un ancien maire à la retraite, il n'a pas pu s'empêcher de mettre un buste de Marianne dans son salon. Alors sa femme lui dit, Robert, c'est plus un salon, c'est un salon mi mairie, salon mi mairie. On n'imagine pas ce que peuvent cacher ces trois mots. Si on prend tout bêtement ce cri, ciel, mon mari, poussé dans les circonstances que l'on sait, une femme surprise dans les bras de son amant par l'arrivée intempestive de son mari. Oui, mais non. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Première hypothèse, le mari s'appelle ciel. La femme ne panique pas, elle se contente de présenter son mari à son amant. Ciel, mon mari, Robert, mon amant. Enchanté, très honoré. Venez donc prendre le thé, disons demain 5 heures. Mais très bien, donc jusqu'à 7 heures, comme d'habitude. Voilà, nous sommes entre gens civilisés qui résolvent leurs problèmes de couple devant une tasse de thé. Thé d'oreiller. Deuxième hypothèse, c'est l'amant qui s'appelle Ciel. La femme ne panique pas non plus, mais il faut qu'elle indique à son amant que c'est son mari qui arrive. Pour ce faire, elle appelle son amant de façon énergique par son prénom, soit pour l'interrompre dans ce qu'il est en train de faire, soit pour le réveiller. Le fait d'appeler son amant par son prénom est important, il faut agir vite. Pas de « chéri, mon mari » ou de « mon petit canard, tu vas rire, c'est mon mari ». Non, l'heure n'est plus à la poésie, se dit la femme, mais à l'information. Elle utilise donc l'état civil de son amant, ou du moins son prénom, Ciel. Elle s'apprête donc à dire « Ciel, mon mari ». Parfait. Malheureusement, le temps qu'elle prenne cette décision, le mari est rentré, il met l'amant au tapis, double fracture du crâne, le SAMU, appelé par la femme en pleurs, arrive, transporte l'amant à l'hôpital le plus proche, au service de réanimation, mais comme il n'y a plus de lit de libre sur place, on hésite à l'aiguiller jusqu'à l'hôpital psychiatrique, d'autant que le type fait des bouffées délirantes, il parle sans arrêt du lac de Constance et d'un copain, Roger, un taureau comme lui, avec lequel il a fait du bateau à voile et qu'il a poussé volontairement à la mer parce que c'est l'amant de sa maîtresse qui s'appelle Oline, l'amant d'Oline. C'était une parenthèse. Il faut aussi envisager le cas où l'amant s'appelle Ciel, mais où la femme n'a pas de mari. Certes, elle s'écrit Ciel, mon mari, mais il s'agit de mari avec un E muet et donc d'une femme. Le mot est bien sûr là pour cacher la vérité à son amant. La femme vit avec une autre femme, Marie. La situation est donc doublement critique. Non seulement la femme trompée sera aussi violente qu'un mari dans la même situation, plus violente même puisqu'elle est trompée, certes, mais par un homme. Ce qui pour une femme vivant avec une autre femme est terrible, mais encore l'amant, découvrant que sa maîtresse vit avec une femme, risque lui aussi de devenir très violent. À moins que Marie, la femme qui rentre à l'improviste, ne soit en fait l'épouse de Ciel, l'amant. Ben oui, Marie est venue rejoindre sa maîtresse pendant que son mari, Ciel, avait affaire en ville. Et pour cause, puisqu'il est allé rejoindre, comme nous le savons, sa maîtresse, laquelle se trouvait être la meilleure amie de sa femme. Sa meilleure amie, quand même. Moi, mon meilleur ami, je suis allé le voir au sud de Lyon. Je suis arrivé vers 2 heures de l'après-midi. Il était encore dans son lit. À 2 heures dans son lit, quand même. Ça m'a un petit peu étonné, lui qui d'habitude me reçoit en grand boubou bleu, droit et fort comme un prince. Il avait bien son boubou bleu, mais il était couché. Il a fait assez longtemps qu'on ne s'était pas vu, j'ai donc commencé à défiler quelques souvenirs. La première fois où j'étais allé chez toi, enfin ton vrai chez toi, tu n'étais pas là. Il y avait ta sœur, ta maman, tes petits-neveux, 2 enfants à toi aussi. Mais je ne savais pas encore que c'était les tiens. Tu n'es arrivé qu'après. Je ne te connaissais pas. J'avais débarqué de l'avion avec un papier sur lequel était griffonnée son adresse. Je me rappelle très bien l'adresse. En face, le soleil. Oui, le soleil, c'était le nom du journal. C'est une habitude, là-bas, on est toujours en face de quelque chose de mieux identifiable. J'habitais une maison en face de la morgue, alors je disais au taxi « En face, la morgue !» Au moins, c'était clair, je savais qu'un jour, il n'y aurait qu'un chemin de terre à traverser. Tu es arrivé, tu m'as fait l'impression d'un baobab. Ici, on dirait un chêne. Et là, dans son lit, des années après, il avait encore cette superbe. Baobab couché, mais baobab quand même. Il m'écoutait. Il ne m'a pas adressé la parole, pas un mot, pas un sourire. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il était noir. Mais enfin, ça, c'était normal. On était à quelques kilomètres de Lyon, mais lui était resté africain, sénégalais même. Comme il ne bougeait toujours pas, j'ai continué à parler de n'importe quoi, des souvenirs. Les huîtres, 3 fois.
qu'on mangeait au bout de la presqu'île. On n'avait même pas à les ouvrir, hein? Elles arrivaient sur la table, toutes préparées, avec plein de moitiés de citron vert, à volonté, pour quelques francs. Vraiment rien, hein, surtout pour mon gros portefeuille d'expatrié. Ou pour mon portefeuille de gros expatrié, je ne sais plus. Je me suis dit, tiens, ça va le faire rire. Je l'ai regardé. Rien. Je me disais, quand je pense qu'il est conteur, mais conteur de profession, hein, un gars qui raconte, licencié SMO, que dis-je licencié, docteur, ingénieur, agrégé, d'où les tenait-il tous ces mots? Oh, il n'avait pas de dictionnaire, lui. Ou alors, s'il en avait eu un, il avait dû l'apprendre par cœur. Ah non, il ne pouvait pas l'avoir appris par cœur parce qu'il utilisait des mots qui n'étaient même pas dans mon dictionnaire. Balouk. Un puits de mots profond, très profond. Il a dû en écouter des gens. Il avait les paupières fermées. Bon, il réfléchissait, il me faisait le coup du marabout. Marabout de souffle. Ou alors il dormait. J'attendais, je regardais autour de moi, une chambre normale. Le brouillard derrière la fenêtre, le brouillard lyonnais, normal. Le plancher, normal. J'ai ramassé un bout de papier qui traînait par terre, chiffonné. Je l'ai fait machinalement. En souriant, je me suis dit, tu vas voir, il va y avoir marqué « En face le soleil ». Ah non, c'était une page arrachée d'un dictionnaire, la page 1442. Morphosyntaxique, morpion, morse, morsure, mort. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mort. Mon copain était mort. Il l'est toujours d'ailleurs. Un peu plus tard, sur sa tombe, on a écrit « Conteur ». C'est un peu court. Moi, j'aurais bien mis « Conteur remis à zéro ». En sortant du cimetière, j'ai repensé à cette histoire d'épitaphe. On devrait soigner les épitaphes. J'en ai noté quelques-unes à la terrasse d'un café. Poissonnier mort trépané. Voleur de voiture mort de sclérose en plaques minéralogiques. Détective mort d'une intoxication élémentaire, mon cher Watson. Plombier mort des fuites d'une longue maladie. Milliardaire mort d'une crise cardiaque. Gynécologue mort d'overdose. Garagiste mort d'un cancer de l'argus. Bien fait pour lui. Giraudoux mort électro-occulté. Lesbienne morte sur les sapphos. Clown mort-né. Clown mort-né. Cuisinier marocain mort d'un tagine de poitrine. Intellectuel mort d'un coma élitiste. Transsexuel mort en exil. Oui, celui-là, il faut le voir écrit. En exil, c'est joli. Jouisseur mort d'un éclat d'abus. Romancier de gare mort d'un cancer de la prose tarte. Bien fait pour lui. Ayatollah mort d'une rupture d'intégrisme. SDF mort par pendaison de crémaillère. Transfusé mort au sang d'honneur. Vincent Roca mort sur son lit de mots. La mort qu'on voit danser le long de nos cimetières adore rafler les gens. La mort les rafler vivants tant qu'à faire. La mort qu'on voit traîner au lit des nourrissons, pas de demi-mesure. La mort à la bière carbure, à l'envie. Voyez, près des humains, rôder la faux rouillée. Voyez ces vers gourmands, entendez-les grouiller. La mort les a conviés
le long de nos cimetières pour un banquet d'amour. La mort engraisse la terre pour la vie. Troisième hypothèse, c'est la femme qui s'appelle Ciel. Elle dit Ciel, mon mari, mais en fait, elle se parle à elle-même. Elle se rappelle à la réalité et semble se dire allez, ma petite Ciel, s'agit de ne plus lambiner. Faudrait peut-être que tu réagisses. C'est ton mari qui arrive. Allez, Ciel, prends les choses en main, agis et vite. Remarquez, c'est pas très logique. Hein. Elle se parle à elle-même. Elle se tutoie. Elle devrait dire Ciel, ton mari. Je le note. Quatrième hypothèse, quelqu'un dans l'entourage de la femme s'appelle Ciel. La femme s'affole, elle se raccroche à une carte personne. Si c'est sa... Ben oui, on ne peut pas dire tierce personne ici, puisqu'il y a déjà 3 personnes concernées, le mari, la femme, l'amant. Donc la personne en question, celle qui s'appelle Ciel, est une carte personne, une sorte de joker. Si c'est sa maman qui s'appelle Ciel, c'est assez classique. Dans les moments de détresse, on appelle sa mère, même si elle a quitté ce bas monde depuis des lustres. Au lieu de dire « Maman, maman, c'est ton gendre qui arrive !» Elle dit « Ciel, mon mari !» Si c'est le percepteur qui s'appelle Ciel, ça peut arriver. Elle dit « Ciel, mon mari », mais en fait, ça veut dire « Monsieur le percepteur, Monsieur Ciel, j'ai omis d'inscrire mon mari sur ma dernière déclaration d'impôt. Je vous prie de rectifier, ce n'était pas intentionnel. » Bon, l'amant, lui, il entend Ciel, mon mari, il est loin d'imaginer tout ça, il est en train de récupérer une chaussette sous le lit, il enfile son pantalon en catastrophe, rallume son portable et saute par la fenêtre entre fenêtrage et fenêtré. Et puis il y a le cas où la femme dit Ciel, mon mari, mais ni elle, ni son mari, ni son amant, ni même une carte personne ne s'appelle Ciel. La femme panique, elle dit Ciel pour invoquer le ciel. Alors si c'est ça, enfin, si ce n'est que ça, si elle dit Ciel pour invoquer le ciel, eh ben, ça n'a aucun intérêt. Je suis sorti de mon bureau. Ça y est, maman, papa est sorti. Ma femme me dit, tu as les mots à fleur de peau. À fleur de peau. Je suis allé voir un dermatologue. Il me dit, faites une activité manuelle, ça vous évitera de penser. Il m'a conseillé la poterie. Défaillance. Alors, tous les mardis, à 18 h, je peins des fleurs sur des pots que j'ai fait au préalable cuire. Je passe au pinceau un filet d'émail. Un filet d'émail. La faille de l'émail, c'est l'écaille. La faille du filet, c'est l'émail. Mais oui, si vous chassez l'écaille au filet, il faut avoir un filet avec des mailles de petite taille, sinon vous les laissez filer, l'écaille. Par contre, si c'est les mailles que vous laissez filer, alors là, même avec la bonne taille de maille, ce sont encore les cailles qui se taillent. De la poterie. Mais je tourne en rond. On devrait se méfier des émaux. Les mots me hérissent. Oui, nous te hérissons. Reprennent en chœur les mots. Mais le hérisson, lui aussi, a sa faille. C'est la route. Souvent, arrivé à 1 mètre à peine du bord opposé, il abandonne. Écrasé de fatigue. Par une voiture. Il est tout fier de ses piquants, le malheureux petit hérisson, mais il ne fait pas le poids face à son ennemi juré. Le pneu. Pneu, page 1707. Bandage en creux d'une roue formé d'une carcasse de fil de coton, d'acier, enduite de caoutchouc et contenant de l'air. Coton, acier, caoutchouc, air. Autant dire une machine infernale. Non, la lutte est inégale. À 4 contre 1. Enfin, disons à 2 contre 1. Ben oui. Oui, parce que si le hérisson a eu la chance d'éviter les 2 pneus avant, ben il est sauvé. Ben, il est quasiment impossible qu'il se trouve sur la trajectoire des 2 pneus arrière, puisqu'ils sont dans l'alignement des 2 premiers. Ben, il faudrait que le hérisson soit un rocambole de vitesse, ça se saurait. Bon, à moins que la voiture n'aille très lentement pour laisser au hérisson le temps de se glisser sous les roues arrière dès que les roues avant sont passées. Par contre, si le hérisson est passé sous une roue avant, ben, il y a de très fortes chances pour qu'il passe aussi sous la roue arrière correspondante. Ah ben, je vois pas comment il pourrait se relever, ramasser ses viscères, renfiler son manteau de piquant et se déplacer d'une dizaine de centimètres et tout ça avant le passage du pneu arrière. Non, 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 le deuxième pneu tombe au contraire à pic, si j'ose dire, pour le hérisson. Hein. Il est là pour parachever le travail, mettant un terme à ses souffrances atroces. Miam l'hérisson. Oui, ça c'est une contrepétrie de Ciel, mon mari. Miam l'hérisson.
La voiture pour le hérisson, c'est un peu comme le rasoir à deux lames pour l'homme moderne. La roue avant relève le piquant du hérisson, et juste avant qu'il ne se rétracte, la roue arrière l'écrase. Oh, remarquez, le hérisson n'a rien à envier à son cousin, l'oursin. Ah ben l'oursin a aussi sa faille, une faille de taille, une faille qu'il partage avec beaucoup de ses petits camarades subaquatiques. Le plateau de fruits de mer. La hantise du crustacé, le timichoara du coquillage. Ce qui nous sauve, nous autres humains, c'est que nous ne sommes pas comestibles pour nos semblables. Légalement, bien sûr. Vous vous imaginez finir sur un plateau de fruits de terre, posé nu sur de la glace pilée avec une aiguille plantée dans le nombril, entouré d'une douzaine de cloportes, d'un sanglier ouvert en deux et d'une flopée de petites tortues vivantes? Le plateau de fruits de mer, la nécropole des huîtres. La faille de l'huître, c'est l'écaillé. Non, pas le l'écaillé, l'écaillé. Écailler une huître, rendez-vous compte, quelle cruauté. On introduit un scalpel sans anesthésie entre les deux coquilles de l'huître et on lui cisaille le pied. Mais c'est d'autant plus cruel que l'huître n'a qu'un pied. Mais l'huître du réveillon ne s'éteint pas dans son lit, entourée des siens. Au terme d'une vie bien remplie, elle n'a pas droit aux bonnes vieilles maladies de la vieillesse. Non, l'huître comestible s'éteint en pleine jeunesse, en pleine possession de sa mémoire et en silence. Enfin, en silence, c'est ce qu'on dit, muet comme une huître. Non, pas muet comme une huître ne mue pas, muet comme une huître. Non, l'huître ne souffre pas en silence, elle parle. Seulement, elle ne parle pas avec des mots, comme moi. Elle parle avec son cœur. Vous avez vu comment, tel le hérisson conscient du danger, l'huître se rétracte pour tenter de passer au travers des mailles du filet de citron. J'ai un ami médecin légiste. Je lui ai demandé de venir faire une enquête chez moi un soir de réveillon. Je lui ai montré le monceau de cadavres d'huîtres qui trônait au milieu de la table. Il a commencé son rapport, 8 douzaines d'huîtres éviscérées. Il ne l'a jamais terminé. Il a participé comme les autres au génocide. Salaud! D'ailleurs, son rapport était bourré de coquilles. Or, coquille rime avec anguille. Les anguilles, poissent, cœur des anguilles. Oui, nous poissons et nous en sommes fiers. Mais les limaces poissent aussi, cœur des limaces. Oui, nous poissons, mais nous n'y pouvons rien. Quand j'étais tout petit, j'avais ramassé plein de limaces. Je les avais mises dans un sac et de peur de renverser le sac, j'avais renversé le mot. Du coup, j'avais pris mon sac à malice, j'avais fait le tour de mes amis, une pointe de malice par là, un grain de malice par-ci. Je suis revenu à la maison, j'ai raconté tout ça à ma mère. J'ai eu droit à une bonne correction orthographique qui a eu un effet désastreux. Mes amis se sont retrouvés avec des limaces dans leur lit, dans leur salle de bain, dans leur salade, ça a fait un de ces foins. Moi qui avais fait ça par pure limace. L'huître en a deux. Coquille. C'est un mollusque bivalve, comme la moule et le cycliste. J'aime bien les cyclistes, hein, je les adore, j'adore les cyclistes. Pas les cyclistes du dimanche qu'on peut ramasser dans les bois après la pluie, qui font 3 petits tours de pédale et puis qui rentrent le soir leur vélo dans le coffre. Ou l'attache à l'extérieur, soit sur le toit, la selle en bas, soit directement à l'arrière sur des supports prévus pour ça qu'on peut acheter en promotion. Ce qui permet de fixer 5 vélos d'un coup, celui de papa, celui de maman, les 2 vélos des grands, et même le petit vélo à roues du petit dernier. On divise juste les 2 petits trous blanches qu'on range sur la plage arrière. Une fois que tout est bien accroché, il faut encore fixer une plaque minéralogique derrière, oui, parce que l'autre est caché par les vélos. Bon, il y aurait un seul vélo, encore un vélo d'enfant, on pourrait voir la plaque par en dessous, mais quoi qu'il faut se méfier de la pédale avec le vent qui peut cacher les numéros. Enfin, même s'il y a 2 vélos, hein, si c'est 2 vélos d'enfant qu'on met bien en face, à ce moment-là, on peut encore distinguer les lettres. On peut même à ce moment-là attacher les 2 pédales avec un sando, ce qui évite qu'elles se... Et puis il y a des numéros qui ont très peu de lettres. Moi, je sais pas, vous prenez un Stéphanois 28 SM 42, bon, même si ça bouge un petit peu, si ça cache, on peut toujours relever les... Mais seulement le problème, c'est que s'il y a 3, 4, 5 vélos, c'est plus possible, on peut pas... Il y a forcément un grand vélo, on peut pas laisser les petits se promener seuls dans la forêt, donc à un moment donné, il y a trop de vélos, on voit plus la... On est obligé... Bon, enfin bref, une fois qu'on est arrivé, on rentre les vélos dans le garage jusqu'à dimanche prochain. Tu as bien fermé le portail, et puis les devoirs à faire, le bain, le dîner. Allez, viens faire un bisou à ton papa. Allez vite vous coucher les enfants. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Où est la télécommande? C'est toi qui as rangé le programme? Ah, mince, le film est déjà commencé, La Grande Vadrouille, 850e rediffusion.
850e bain, 850e bisou, 850e dimanche, 850e promenade à vélo. Pas les cyclistes du dimanche, non, 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 les coureurs cyclistes, les cyclistes de compétition, ceux qui draguent les pavés du Nord, ceux qui bastonnent à Liège, ceux qui vueltent en Espagne, qui girent en Italie et qui la bouclent en France. Quitte à pratiquer la vivisection au Nouvel An, on devrait manger des cyclistes à la place des huîtres. Pour les capturer, c'est très facile, ils se déplacent en banc, en peloton. Attention, le cycliste est comme la piste cyclable, il est borné. Plus il a fait de kilomètres, plus il est borné. Il porte un maillot multicolore moulant, il est grotesque. Grotesque. Les cyclistes, il faut les attraper vivants. D'ailleurs, le cycliste crevé se reconnaît très facilement. Il est debout au bord de la route, il a une casquette, de la transpiration, du cambouis partout, des mollets hypertrophiés, des veines apparentes. À ses pieds, une carcasse de vélo dans l'air. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il ne faut pas ramasser les cyclistes crevés, ils sont vénéneux. Alors, le jour, le cycliste vit dans sa coquille, appelée bicyclette, car elle a 2 roues, et la nuit, il sort de sa coquille et la range dans un parc à huîtres, mais pour bicyclette, un parc à vélo. Donc, pour le réveillon, les cyclistes, c'est très facile à préparer. Vous les écaillez en les amputant avec un couteau à cycliste, faites-les dégorger pour qu'ils rendent leur selle de vélo, prenez soin d'enlever les boyaux de vélo disposés sur un plateau de vélo avec des pignons de vélo. Pour décorer le plateau, vous pouvez disposer tout autour des supporters de vélo. Attention, les supporters, c'est pour décorer, ça ne se mange pas, c'est beaucoup trop gras. Ah, le plateau de cycliste. On va se régaler. Mamie, vous voulez un bras ou une cuisse? Oh là là, il a beaucoup roulé celui-là, c'est pas un tendre. Ah, ça c'est un pied droit. Le maillot, on peut le manger? Oh là, non, 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 surtout pas le maillot. Tu sais que le petit maintenant fait du vélo sans les petites roulettes. Oui, oui, tu me l'as déjà dit. Ah, pourquoi ça tombe toujours sur moi les bas morceaux? Tiens, il a l'arrêt de côté. Ah non, encore des cyclistes, mais j'en mange tous les mercredis au centre aéré. On pourrait pas manger des coureurs automobiles l'année prochaine? Ah, si on peut, mais n'oublie pas que manger des cyclistes, c'est très bon pour la... Comment ça s'appelle? Le machin qui fait qu'on se souvient. La mémoire, c'est très bon pour la mémoire. Ça empêche les mots les oiseaux de s'envoler, oui. Ah, je perds des mots, c'est sûr. Il y a eu condoléances, mais il y en a d'autres. Je ne m'en rends pas compte forcément, c'est pour ça que je parle sans arrêt. Au moins, tous les mots que je prononce, je ne les ai pas perdus. Mais j'en perds, c'est sûr. C'est la faute à Alzheimer. Ma grand-mère était Alzheimer, ma mère était Alzheimer, j'ai ça dans le sang. Celui qui sousse à l'élastique, avec du fil électrique, ah ça il meurt. Celui qui se prend un long drink dans de l'acide chlorhydrique, ah ça il meurt. Celui qui fait de la Formule 1 en oubliant les patins, ah ça il meurt. Oui, mais celui qui perd ses clés et même l'usage de ses pieds, Alzheimer. Celui qui prend le TGV bien en face, en plein dans le nez, ah ça il meurt. Celui qui habite au rez-de-chaussée sous un immeuble effondré, ah ça il meurt. Celui qui passe sur le billard qui est allergique au curare, ah ça il meurt. Pas toujours. Oui, mais celui qui ne sait plus où est le dessous et le dessus, Alzheimer. Celui qui vole en Tchétchénie au secours des démunis, ah ça il meurt. Celui dans l'avion qui est assis aux côtés de Marcel Dadi, ah ça il meurt. Celui qui reçoit sur le crâne des gradins de hooligans, ah ça il meurt. Oui, mais celui qui a oublié le goût du sucré et du salé, Alzheimer. Celui qui a le virus au Mali, très loin des trithérapies, ah ça il meurt. Celui qui s'appelle Grégory, qui n'a pas de chance à la loterie, ah ça il meurt. Celui qui a les poumons friables, mangés par les pinces du crabe, ah ça il meurt. Oui, mais celui qui ne sait plus trop si c'est froid ou si c'est chaud, Alzheimer. Celui qui prend un bain de bouillasse dans sa chambre au Honduras, ah ça il meurt. Celui qui joue les kamikazes bourré de bonbonnes de gaz, ah ça il meurt. Celui qu'on branche sur le secteur pour lui faire avouer l'heure, ah ça il meurt. Oui, mais celui qui est dans son coin, ni oui, ni non, ni plus rien, Alzheimer. C'est le cœur qui a le dernier mot et jusqu'au dernier caillot. Alzheimer, Alzheimer, Alzheimer.
Si je dois perdre des mots, autant les perdre à mon rythme. Pas n'importe comment, ça doit pouvoir se négocier. Obsolète, par exemple. Je le rends, sans problème. Je me débrouillerai avec périmé. Numismate, épilogue, blasphème, nonobstant. Je les rends aussi, je m'en sers pas. Oui, au début, ça va, mais à partir d'un certain âge, ça s'accélère. Il faut rendre, mettons, 50 mots par jour. Je ne vais pas m'en sortir. Mais si ça pouvait se faire dans un certain ordre, commencer par tous les mots en isme, athlétisme, modélisme, ultralibéralisme, je rends. Les mots de la médecine, j'en fais cadeau. Muqueuse, varice, suppurée, gériatrie, furoncle, très peu pour moi. Les noms de légumes, alors ça, je me fais un plaisir de les restituer. Non sans les avoir au préalable écrasés, petite vengeance personnelle. Je rends tout, concombre, endive, aubergine, courgettes, blettes, haricots, épinards, navets, carottes. Non, carottes, je le garde. Salsifis, champignons, brocolis, bon voyage. Adieu, ratatouille, citrouille, andouille. Bye bye, tournevis, scie, potentiomètre, rabot, étagère. Et puis enterrement, décès, cimetière, condoléances. Tombe par terre, fleurs, tombe par terre, feu. Ah, je l'aurais bien gardé celui-là. Bon, tant pis, je le rends. Feu, mèche, bougie, grattoir, chandelier, table. Hélice, manche à balai, avion, Jean-Philippe, escadrille, bon débarras. Appartement, loyer, fraises, SAMU, hérisson, huîtres. Alors là, j'en ai fait le tour. Les noms propres, Cézanne, La Grande Mode, Bossuet, Kim Il-sung, Alzheimer, Lac de Constance, mais je m'en passe très bien. Mort, mer, maille, réfléchir, post-hypophyse, vélo, neurone, taureau, coréen, vasopressine, pneu, servez-vous. Sans oublier début, frontière, dictionnaire, mari, mon, ciel, boubou, prenez tout. Prenez même, prenez tout. Je garde le strict nécessaire, 300 mots. 250. Ou même avec 200, je me débrouille. Oui, mais à partir d'un certain moment, on ne doit plus avoir le choix. Il faut installer un compteur à domicile. Un compteur de mots. J'en connaissais un. J'en ai parlé, non? Bon, il ne marche plus de toute façon. Enfin bref, il y a un moment où les mots s'en vont tout seuls. Il n'en reste plus que 112, 111, 110... On s'accroche, mais ça part quand même. Oui. Carotte. Ah bah tant pis, je le rends. Et puis plus que 50. Il ne reste que les mots les plus simples. Ceux qu'on avait appris en premier d'ailleurs. Jouer, neige, girafe. Et puis plus que 10. Boire, manger, dormir, pleurer, rire, papa, maman, peut-être gélule. Et à la fin des fins, au moment où même le mot « mot » et le mot « fin » sont partis, il n'en reste plus que 3, 2, 1, le dernier. Bon, le dernier mot, ça doit dépendre des gens. Mais pour moi, le dernier, j'aimerais bien que ce soit silence. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, j'aimerais que vos applaudissements aillent aussi à mon ami François Rollin, qui a coécrit le spectacle, qui en a assuré la mise en scène. Merci pour lui.
Et merci à la régie, à Tom ou Dom Tom, je ne sais plus.